Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. La visite du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire dans la wilaya de Blida, où il a inspecté plusieurs projets de développement dans les communes de la wilaya. Le 65e anniversaire des explosions nucléaires françaises dans le Sahara occidental dans quelques jours. La première étant celle de Gerboise Bleu à Argel le 13 février 1960 avec une puissance de 60 à 70 kilotonnes d'explosifs, soit 5 fois celle de la bombe atomique d'Hiroshima au Japon. On en parle dans ce journal. Game over pour plusieurs compagnies pétrolières dans le delta du Niger après plusieurs décennies d'exploitation pétrolière et de pillage de richesses, générant des profits colossaux alors que les populations locales vivent dans une misère accablante. Et puis on reviendra dans ce journal sur le jugement définitif rendu par le Conseil d'État français imposant l'étiquetage des produits agricoles en provenance du Sahara occidental, un jugement qui renforce l'appel à l'annulation des 2 accords agricoles et de pêche conclus entre l'UE et le Maroc que la Cour de justice a jugés illégaux. Et puis les forces d'occupation sionistes poursuivent leur agression contre la ville de Jenin et son camp pour le 15e jour consécutif, faisant 25 martyrs et des dizaines de blessés en plus de la destruction généralisée des infrastructures. Bienvenue à tous. Nous entamons cette édition avec la visite du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire dans la wilaya de Blida, où il a inspecté plusieurs projets de développement dans les communes de la wilaya. Brahim Rad a procédé à la distribution de camions sanitaires publics dans le cadre d'un plan de travail visant à renforcer le parc de la wilaya avec une enveloppe de 153 milliards de centimes pour la prise en charge des déchets ménagers. Dans l'actualité nationale également, les travaux d'installation des sous-commissions de la Commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer en préparation des assises nationales de prévention contre le cancer en présence du ministre de la Santé, du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale et du ministre de la Production pharmaceutique. L'événement se tient à l'occasion de la Journée mondiale contre le cancer. Elle est célébrée cette année sous le thème « La voix du patient ». Il faut dire que l'Algérie déploie de grands efforts pour satisfaire son besoin urgent en matière de lutte contre le cancer. Et justement, à ce propos, on se posait la question sur la place qu'occupaient les compléments alimentaires dans le traitement du cancer. Eh bien, les spécialistes, par exemple, déconseillent la gelée royale aux personnes atteintes de cancer. Il faut dire que depuis la pandémie du Covid-19, la consommation de compléments alimentaires a sensiblement augmenté en Algérie et parfois d'une manière aléatoire, une pratique dangereuse, préviennent les médecins, en raison des risques des interactions médicamenteuses, notamment chez les malades chroniques. Amel Borba. Les Algériens sont-ils de gros consommateurs de compléments alimentaires? Une question que nous avons posée dans cette pharmacie d'Alger. Magnésium, vitamine C, ou le fer, vitamine D. J'ai un traitement à suivre. Je ne prends pas les médicaments, les oranges et les fruits. De préférence les fruits bio. J'ai attrapé la grippe. Pour booster mon système immunitaire, le médecin m'a prescrit toutes sortes de vitamines. J'ai l'habitude d'en prendre quand je me sens fatiguée. Depuis la pandémie du Covid-19, le marché des compléments alimentaires connaît un véritable boom en Algérie. Mais quelles sont donc les vitamines les plus vendues? Le zinc, le magnésium, la vitamine D, surtout la vitamine D, qui s'est avéré que c'est un élément essentiel aussi pour le bien-être de l'être humain. Donc c'est un complément où on voit sa consommation multipliée par 10 ou voire plus. La vitamine C, la mélatonine, parce que beaucoup aussi, on voit de plus en plus de personnes qui ont un sommeil perturbé. Toutefois, les spécialistes mettent en garde contre l'usage aléatoire des compléments alimentaires, mettant en avant le risque d'interaction
médicamenteuse. Ils peuvent interagir avec les médicaments, ils peuvent aussi être contre-indiqués pour certaines personnes, notamment les personnes âgées, les femmes enceintes, certaines maladies chroniques aussi. Les prendre d'une manière aléatoire, c'est dangereux. Attention, je donne un exemple. S'il y a des personnes qui sont sous anticoagulants, par exemple Trombix, maintenant, il y a des gens qui sont sous Trombix. Ok, il chauffe sur YouTube, sur Internet, ah c'est bon, oméga 3, c'est bien. Il dirait la pharmacie, il va se mettre sous oméga 3. Ok, il va entendre il va se dire, ah il y a le coenzyme Q10. Le coenzyme Q10 qui est bien. Il va prendre encore du coenzyme Q10. Ah, le curcuma, c'est bien pour les... Il va se mettre... Mais tout ça, ah, le dingo biloba, le coenzyme Q10, le curcuma, l'oméga 3 à forte dose, et tout ça, ils ont un effet anticoagulant. Il est sous anticoagulant, ça va aggraver. Donc si demain il fait une hémorragie, il peut tomber ou il a une blessure, il peut avoir une hémorragie. Par exemple, la gelée royale, il faut savoir que c'est vrai qu'elle a ses indications, c'est bien fait, mais quand vous faites dans la composition, par exemple, la gelée royale, elle a un facteur de croissance, d'accord? Donc il dit facteur de croissance, c'est un peu dangereux. Par exemple, pour les cancéreux, la gelée royale, elle est déconseillée. Pour cette nutrithérapeute, un bilan est impératif avant la consommation de compléments alimentaires. Je dois déjà voir pourquoi cette carence, que ce soit l'apport, que ce soit l'absorption, que ce soit le métabolisme, que ce soit l'excrétion, comment ça se fait. Donc je suis obligée de voir tout le parcours de cette vitamine mathalène, d'accord, le fonctionnement de cette vitamine, est-ce qu'il y a assez le métabolisme est assez adéquat. Et donc moi je répare, ça peut prendre 2 mois, 3 mois, en fonction de l'adhérence et l'observance du patient à la prise en charge, d'accord. Et une fois que c'est établi, j'arrête, je laisse justement avec le lifestyle de la personne ce que je propose, l'exposition au soleil, si on prend que la vitamine C, le mec là, à courte, pendant 2-3 mois. En plus, 3 mois après, je le revois. Si je retrouve que la vitamine D, elle est dans ses normes, je le laisse. Si elle rechute, je vois déjà pourquoi et je peux redonner pendant 2 ou 3 mois. Si le traitement des carences en vitamines avec des compléments alimentaires peut être une solution efficace, les professionnels de santé avertissent sur l'origine de ces produits qui inondent le marché, échappant, dans certains cas, au contrôle du ministère de la Santé. L'Algérie commémore dans quelques jours le 65e anniversaire des explosions nucléaires françaises dans le Sahara algérien. La première étant celle de Gerboise Bleue à Arguen le 13 février 1960 avec une puissance de 60 à 70 kilotonnes d'explosifs, soit 5 fois celle de la bombe atomique d'Hiroshima au Japon. Un crime contre l'humanité dont les stigmates sont toujours là. Marim Damis. Le 13 février 1960, Hiroshima puissance 4 venait de souffler sur le grand arc algérien. Il s'agissait du premier essai nucléaire français du nom de Gerboise Bleue, effectué à Arguen, au nord du désert de Tenzrouft, dans la wilaya d'Adrar. L'intensité de l'explosion était telle qu'un nuage chargé de particules radioactives est arrivé jusqu'à N'Djamena, dans la capitale du Tchad. Et 3 jours plus tard, des chutes de pluie noire ont été signalées sur le sud du Portugal. Les radiations nucléaires ont causé de nombreux cancers et des malformations génétiques chez les habitants de cette région, considérées comme des populations de seconde zone par la France coloniale.
Les explosions nucléaires dans le désert algérien Raggan, Al-Hammoudia ou Ineker, dans la région de Tamarasset, constituent ce que l'on peut qualifier de crime contre l'humanité. Il est important de souligner que 85% de la population a été touchée par le cancer. Les populations de ces zones qui ont servi de cobayes ne sont toujours pas considérées comme des victimes par la France, qui jouait aux apprentis sorciers dans le Sahara. Elle prévoit pourtant d'indemniser les vétérans français qui étaient présents lors des essais. Les explosions nucléaires de Raggan, dont la puissance explosive a dépassé 70 kilotonnes, continuent de provoquer des pertes humaines, de contaminer l'eau et d'affecter la faune et la flore. Des rapports alarmants indiquent que les radiations persisteront pendant des milliers d'années. On sait maintenant qu'il y a d'une part une vague d'anomalies hématologiques par atteinte de la moelle osseuse et du sang circulant sous forme de leucémie ou sous forme de cancer de la moelle des os. Mais la découverte a été de montrer que 20 ans, 25 ans, 30 ans plus tard, voire 35 ans plus tard, il y a une deuxième vague sous forme de cancer, ce qu'on appelle les cancers solides classiques. Dans le laboratoire à ciel ouvert qu'a constitué le Sahara algérien, la France ne s'arrêtera pas au seul essai de gerboise bleue. Il y aura gerboise blanche, rouge, verte et une dizaine d'autres. Tout témoin d'une puissance coloniale qui se voulait encore plus forte au détriment des Algériens qui en ont payé le prix fort. Game over pour plusieurs compagnies pétrolières dans le delta du Niger après plusieurs décennies d'exploitation pétrolière et de pillage de richesses. Certaines des installations continuent de rejeter du brut dans l'eau, privant ainsi les pêcheurs de tout revenu. Une région qui regorgeait autrefois une riche faune et flore, devenue aujourd'hui des plus polluées de la planète. Raouf Hamouche. Nous sommes au niveau du delta du fleuve Niger, l'une des régions les plus riches en pétrole du continent africain. Mais c'est aussi l'une des plus sinistrées. Ici, les compagnies pétrolières françaises extraient des millions de barils de pétrole chaque année, générant des profits colossaux. Pourtant, les populations locales, elles, vivent dans une misère accablante. Regardez, les palmiers, les manguiers, le manioc, toutes les plantations ont été détruites par cet incendie. Pas un seul de leurs techniciens n'est venu me voir pour faire le travail. Vous voyez tout ce côté, il y avait des manguiers de tout ce côté, mais maintenant il n'y en a plus. Et quand il y avait des manguiers ici, il y avait une grande production de pêche avant que cette entreprise pétrolière Shell ne s'implante. Du delta du Niger au Congo, en passant par le Gabon, le Nigeria, le Cameroun, le Sénégal et la Guinée-Conakry, l'histoire se répète. Dans les déserts comme en haute mer, ces richesses naturelles censées être un levier de développement pour ces pays sont spoliées et pillées par les compagnies pétrolières françaises, perpétuant un déséquilibre économique criant entre l'Afrique et l'ancienne puissance coloniale française. Ça est couvert et appartient à une société pétrolière qui explore, qui produit. C'est-à-dire que tout le delta du Niger est exploité? Aujourd'hui, oui, jusqu'à 1300 à 1500 mètres de profondeur d'eau, en cours ou en production. Pourquoi tout le monde est là? Parce qu'il y a beaucoup de pétrole, parce que c'est un delta, ces zones de marais sont des zones prolifiques, et donc c'est une région extraordinaire. Il y a des cargaisons qui sont produites et qui n'ont jamais été officiellement. C'était toujours dangereux de vouloir donner l'impression qu'on n'a pas confiance à tel ou tel opérateur économique. Là, on a, si vous voulez, à mon avis, utiliser ou comment dire un peu la naïveté, je dirais, des dirigeants des pays hôtes, des producteurs. Nous ne savions rien de ce qui se passe et nous n'avons même pas la quantité du pétrole qui sortait de notre pays, nous ne la connaissions pas. Vous voulez dire que les autorités congolaises ne la connaissaient pas. Ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol? Par quel moyen? Aujourd'hui, le sursaut de l'Afrique à travers son rejet de la présence française sur son sol n'est que le début d'une émancipation qui n'a que trop tardé, visant à se libérer de l'hégémonie et de la spoliation de ses richesses naturelles. Cinglant revers pour le Maroc. La Cour de justice de l'Union européenne a annulé les accords commerciaux incluant le Sahara occidental. Bruxelles renforce cette position en excluant ce territoire de plusieurs accords, en une décision qui fragilise la stratégie marocaine et relance le débat sur la souveraineté du Sahara occidental. Amira Sifta.
L'Union européenne inflige une nouvelle série de revers au régime du Merzen. Après la décision historique de la Cour de justice de l'Union européenne, annulant les accords commerciaux entre l'Union européenne et le Maroc, incluant le territoire du Sahara occidental. Dans la foulée, la Commission européenne a précisé que l'accord euro-méditerranéen sur l'aviation et la navigation ne s'appliquait pas au Sahara occidental. Par ailleurs, le Conseil d'État français a rendu un jugement définitif imposant l'étiquetage des produits agricoles en provenance du Sahara occidental. Cette décision renforce l'appel à l'annulation des 2 accords agricoles et de pêche conclus entre l'UE et le Maroc que la Cour de justice a jugés illégaux. Ces accords incluent le Sahara occidental sans le consentement du peuple sahraoui. La Cour a réaffirmé que le Front Polisario est le seul représentant légitime du peuple sahraoui. Si le Sahara occidental était réellement marocain, pourquoi 3 compagnies aériennes européennes exploitant des vols vers ces territoires sont aujourd'hui en infraction avec les lois européennes? En effet, la réglementation de l'UE interdit l'exploitation de lignes aériennes entre l'Europe et le Sahara occidental, ce qui prouve que le Sahara occidental ne fait pas partie du Maroc. Les revers essuyés par le Maroc sur la scène européenne s'accumulent, renforçant la position sahraoui qui lutte pour recouvrer sa souveraineté. Pourquoi avons-nous cédé le Sahara occidental au Maroc, même symboliquement? Avons-nous obtenu quelque chose en échange? Si nous avons accepté de jouer à ce jeu, nous aurions dû obtenir quelque chose en retour. Soyons pragmatiques. À ce jour, la réponse reste floue. Quant au Front Polisario, il a toute ma sympathie. À chaque fois, le Maroc fait croire qu'il est proche d'un règlement de la question sahraoui, sauf que la réalité est tout autre. Le Sahara occidental continue de résister afin de recouvrer son indépendance. Au Maroc, à présent, les violations flagrantes des libertés et la normalisation avec l'entité sioniste rendent la situation de plus en plus instable, ce qui accentue les tensions sociales et alimente la colère de la population. Les Marocains expriment d'ailleurs leur indignation face à cette conjoncture marquée par la corruption galopante. Yemina Saïdji. Étouffé par le Merzen, le citoyen marocain vit un quotidien fait de misère et d'injustice. Subissant marginalisation, chômage, cherté de la vie, tel un étau qui se resserre chaque jour un peu plus, sans qu'aucune issue ne lui soit offerte. Et pendant qu'il lutte pour survivre, le régime, lui, veille à faire taire toute contestation. Les citoyens lambda, militants, journalistes, opposants sont confrontés à la machine répressive qui tourne à plein régime, écrasant tout sur son passage. Le Merzen est éclaboussé par un nouveau scandale. Selon le journal espagnol El Confidencial, Mehdi Hadjaoui, numéro 2 des services de renseignement marocains, aurait fui le pays pour se réfugier en Espagne avant de disparaître mystérieusement. Une affaire embarrassante qui vient s'ajouter à une longue liste de scandales et une crise interne hors de contrôle. Notre maison a été démolie. Nous n'avons nulle part où aller. Le régime du Merzen poursuit sa politique d'exclusion sociale. Les biens des Marocains sont spoliés et illégalement attribués à des privilégiés. Je possède l'acte de propriété prouvant que 14 hectares m'appartiennent. Pourtant, ces terres m'ont été arrachées par l'État. Et je ne suis pas seul. Plus de 800 familles vivent le même cauchemar. Menacées d'expulsion, privées de leurs terres, spoliées par le régime du Merzen. Des pratiques ignobles qui poussent le peuple à descendre dans la rue pour protester, notamment contre la normalisation. Parallèlement, la campagne de boycott des produits sionistes prend de l'ampleur. Le mouvement BDS, opposé à la normalisation, a souligné que l'arme du boycott économique est aujourd'hui plus efficace que jamais, affirmant que la voix du peuple est plus forte que n'importe quel accord. L'armée sioniste continue d'envoyer davantage de renforts militaires dans la ville de Jenin, en Cisjordanie occupée, où elle mène des opérations meurtrières depuis plusieurs semaines, faisant 25 martyrs et des dizaines de blessés, en plus de la destruction généralisée des infrastructures et du bombardement d'une dizaine de maisons, mettant en péril le cessez-le-feu à Gaza. L'autorité palestinienne accuse l'entité sioniste de nettoyage ethnique en Cisjordanie occupée. L'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés
chargé de Palestine, a souligné que l'agression sioniste contre les camps de Jenin et de Tulkaram a déplacé des milliers de Palestiniens. L'occupation a forcé justement environ 10 000 citoyens à fuir le camp de Tulkaram. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.